Depuis la nuit des temps, des femmes tracent des voies. Des voies inspirantes, surprenantes, que nous pourrions emprunter même juste le temps d'un pas de côté. Depuis la nuit des temps, des femmes pensent, créent, brisent les entraves, défient l'impossible et s'inventent une destinée. Elles sont notre précieux héritage, mais nous les connaissons si peu. Dans ce podcast, nous vous proposons de marcher dans leurs pas. Ensemble, on va conjuguer l'histoire au féminin pour s'enrichir et pour déployer nos ailes. Dans chaque épisode, notre invitée nous parle de 2 femmes qui ont transformé sa vie. Nous sommes Alexandra et Caroline. Bienvenue dans Donne-moi des ailes. Aujourd'hui, nous recevons Florence Quentin. Donne-moi des ailes. E-2-L-E-S. Bonjour Florence Quentin, bienvenue dans Donne-moi des ailes. Nous sommes ravis d'être en ligne avec vous aujourd'hui. Bonjour. Florence Quentin, quelle joie pour nous de recevoir aujourd'hui une historienne. Dans notre aventure, nous avons souvent abordé les biais de genre dans cette discipline et nous célébrons le fait qu'enfin, des femmes comme vous soient dans la lumière. Merci de partager vos connaissances avec nous. Vous êtes égyptologue et cette vocation vous est venue lors d'un voyage dans la vallée du Nil alors que vous aviez à peine 12 ans. Depuis, vous n'avez jamais cessé de parcourir ce pays pour mener vos recherches comme pour partager vos connaissances. Vous avez concrétisé votre rêve d'enfant en intégrant l'une des rares sections d'égyptologie en France dans la prestigieuse Université de Montpellier, puis à la Sorbonne. Vous avez enseigné l'histoire et l'histoire des religions, vous êtes conseillère scientifique pour des documentaires et émissions de télévision, et vous collaborez en tant que journaliste à différentes revues comme Le Monde des religions ou la revue Ultreya, dont vous avez été rédactrice en chef pendant plusieurs années. Vos travaux portent principalement sur l'Égypte ancienne ainsi que sur l'influence que cette sagesse exerce sur notre imaginaire collectif. Mais ce n'est pas tout. Autrice et essayiste prolifique, vous avez publié et coordonné de nombreux ouvrages. L'un de vos sujets de prédilection, ça tombe bien, c'est la place des femmes et du féminin dans les sociétés anciennes ainsi que dans les grands mythes fondateurs. Dans votre ouvrage Isis, la biographie d'un mythe féminin, paru en 2012, vous analysez en profondeur et avec rigueur le mythe d'Isis. On va d'ailleurs en reparler tout de suite. Vous avez reçu de nombreuses distinctions pour vos écrits, notamment le prix Écriture et spiritualité pour Vivante Égypte, un récit de voyage dans les grands sites de la vallée du Nil, paru en 2016. En 2021, vous vous lancez un nouveau défi. Orchestrer un spectacle sous forme de lecture musicale. Cela donne Les Chants d'Isis, dans lequel vous récitez avec Gérard Courdiane une sélection des plus beaux textes de l'Égypte ancienne, accompagnés par les musiciens Iliad Emour et Éric Sampé. Nous sommes vraiment ravis que ce soit vous, Florence Quentin, qui soyez notre invitée pour terminer notre 2e saison déjà du podcast Donne-moi des ailes. D'abord parce que dans notre livre, vous avez eu la grande générosité de nous partager vos connaissances sur Hatshepsut, une femme pharaon à la trajectoire passionnante. Mais aussi parce que les 2 figures dont vous avez choisi de nous parler aujourd'hui sont exceptionnelles et méconnues à bien des égards. Il s'agit de Cléopâtre et de la déesse égyptienne Isis. Donne-moi des ailes. E-2-L-E-S. La première figure féminine dont vous avez choisi de nous parler, Florence Quentin, est la déesse égyptienne Isis. Un tel choix nous réjouit parce que les archétypes constituent eux aussi une source d'inspiration pour nous toutes et tous. Alors bien sûr, nous nous garderions bien de rédiger la biographie d'une déesse, mais nous pouvons au moins partager quelques éléments avant d'aller plus loin avec vous. Isis est vénérée depuis la nuit des temps, ou presque, et son culte s'étendra bien au-delà des frontières de l'Égypte antique. On trouve les premières traces de son nom dans les pyramides dès le 3e millénaire avant Jésus-Christ. Avec son frère Osiris, elle est au cœur d'un mythe fondateur en lien avec la mort et la Renaissance. Alors Florence Quentin, dites-nous pourquoi avoir choisi de nous parler d'Isis ? Alors elle est fascinante à mes yeux, voilà pourquoi je lui ai aussi consacré un livre, parce que elle tourne autour de la vie, de la mort, de la renaissance. Elle est profondément initiatique pour tous les êtres humains qui naissent, qui traversent des deuils, qui se relèvent, et puis qui s'interrogent sur leur propre fin. C'est une figure parfaite de la femme, de la maternité, de la fidélité conjugale. C'est une guérisseuse et également une image de la nature que l'on ne peut violer impunément. Peut-être renvoie-t-elle à l'écologie, nous qui sommes frappés d'hubris aujourd'hui, nous en faisons la douloureuse expérience. C'est la déesse voilée que l'on ne peut effectivement dévoiler impunément.
Et dernier aspect qui me fascine chez elle, c'est le lien qui existe entre elle et le care que l'on redécouvre, c'est le prendre soin, c'est mettre au centre les besoins de l'autre. Et Isis, elle incarne vraiment cette notion de prendre soin. Et elle dit dans les Métamorphoses, me voilà émue par tes souffrances, je suis empreinte de pitié envers tes malheurs, parce qu'elle a connu l'épreuve et la douleur morale, et elle sait témoigner sa bienveillance. Alors Florence Quentin, est-ce que vous pourriez nous expliquer en quelques mots le mythe d'Isis pour celles et ceux qui ne le connaissent pas, qui ne sont pas familières? Alors, ce mythe remonte à la création du monde. La terre et le ciel se sont unis. Ils ont eu 4 enfants, Isis, Osiris, Seth et Nephthys. Osiris et Isis vont être les premiers rois et reines de l'Égypte. Ils vont apprendre au peuple à vivre ensemble, à sortir de l'animalité, à cultiver, à tisser. Et le frère rival, Seth, veut prendre la place de son frère Osiris et il va le faire assassiner et il le jette dans le Nil. Et c'est Isis qui va retrouver le corps de son époux et Seth va le démembrer, il va disperser les fragments et elle va réussir à le rassembler par sa magie, mais aussi en association étroite avec sa sœur, Nephthys, qui est une forme d'entité jumelle. Elles vont lui insuffler la vie et elle va ainsi, en tant qu'auto-créatrice, seule finalement, créer, donner vie à leur fils Horus, qui sera une figure du sauveur. Alors justement, en préparant l'épisode, on a été frappé par le fait qu'Isis soit une déesse agissante, alors qu'Osiris est un dieu passif. Et d'abord, ça, honnêtement, ça nous fait du bien, ce genre de mythologie. Mais ensuite, Florence Quentin, quel a été l'impact de ce mythe sur la société égyptienne ? En Égypte, le mythe s'incarne dans le rite. Il y a beaucoup de rituels quotidiens dans les temples et également le statut privilégié des Égyptiennes, dont on pourra reparler, il est le reflet de la vénération qu'avaient les Égyptiens pour ce grand panthéon au féminin. Alors le rôle des femmes a été valorisé en Égypte. Moi, j'aime beaucoup rappeler que ces Égyptiennes, elles ont joui d'un respect très rare dans le monde antique. On le sait par des textes juridiques, elles avaient une pleine capacité juridique. Ça, il faut vraiment le rappeler. Elles n'étaient pas sous tutelle ni curatelle et elles pouvaient accéder à tous les postes de la société. On a connu notamment une femme qui était au troisième millénaire avant notre ère, vers 2500 avant Jésus-Christ, une femme qui était directrice d'une école de sage-femme, donc elle était docteur, médecin. On a connu une femme garde des sceaux, une femme juge, et on sait qu'elles pouvaient, les femmes, siéger au conseil municipal, garder leur dot en cas de séparation. Et les Égyptiens ont même inventé le régime de la séparation de biens, parce que lorsqu'on se séparait de son compagnon, il n'y avait pas de mariage à proprement parler, on gardait son nom d'ailleurs, eh bien on pouvait prendre une partie du bien commun. Donc, ils ont inventé ce statut. Et puis, il n'y avait pas de lutte pour l'égalité des sexes parce que pour les Égyptiens, les hommes et les femmes avaient été façonnés comme des êtres égaux, de nature différente, mais des êtres égaux. Parce que le divin féminin en Égypte est aussi important que le divin au masculin. Pour les Égyptiens, il y a vraiment une notion d'équilibre, la nuit, le jour, le désert, les terres fertiles, et le masculin et le féminin. Et on le voit dans les récits des origines, mais ça aussi c'est un sujet qui m'est cher, parce que dans nos religions du livre, eh bien c'est un Dieu au masculin qui crée le monde. On est héritier de ce récit de création de Dieu qui fait le monde en 6 jours, mais il est seul. Alors que pour les Égyptiens, dès le premier matin du monde, eh bien on a le divin féminin qui s'exprime, le créateur, le démiurge, a besoin de sa sœur, qui est aussi son épouse, sa mère, qui Hathor, c'est la déesse de l'amour, de la joie, l'éros divin, pour créer le monde. Donc les Égyptiens, qui fonctionnaient dans un équilibre naturel, une conjonction des opposés qu'on peut dire réussie, eh bien pour eux, il fallait qu'il y ait cet équilibre masculin et féminin dès la création. Alors quand vous êtes dans une société où vous pensez que le monde a été créé à la fois par du masculin du moins et du féminin, eh bien peut-être voit-on la déesse à travers sa femme, puisque les textes de sagesse nous disent qu'il faut respecter son épouse, bien sûr ne pas la frapper, lui témoigner son amour, si on veut que son mariage n'aille pas à volo. Vous voyez que la sagesse égyptienne déjà enjoint le mari, le conjoint, le compagnon à respecter sa femme. On vous entend vraiment passionné par ce mythe d'Isis.
Est-ce que vous pourriez nous partager une découverte ou une recherche qui vous a particulièrement marqué concernant son culte? Alors c'est difficile parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, hein. On découvre de plus en plus de choses un peu plus fines, hein, qui la concernent. Mais ce qui m'a vraiment passionnée, c'est effectivement la transmission de cette fascination pour la déesse Isis. On a une Isis égyptienne qui, lorsqu'on va sur le terrain au temple de Philae, le lieu a été façonné en forme d'oiselle, puisque l'oiselle, c'est l'une des métamorphoses d'Isis. Imaginez que les Égyptiens ont façonné l'île pour qu'elle ressemble à l'une des théophanies de la déesse. Et progressivement, on traduit ces textes qui sont assez tardifs, hein, donc de l'époque grecque, à l'époque donc à partir de 332 avant notre ère. Les pèlerins venaient de tout l'Empire romain par des moyens parfois de fortune pour arriver jusqu'au sud extrême de l'Égypte et faire leur dévotion, déposer des ex-voto à cette Isis pour qu'elle accomplisse des miracles. Et elle en accomplissait selon les textes. Et on retrouve la même vénération, la même foi ardente de la part des pèlerins du Moyen Âge qui allaient faire ce chemin vers les Vierges Noires, qui sont souvent qualifiées d'ailleurs d'Isis. Et elle fait partie effectivement de ces grandes déesses mères, hein, de l'humanité dont Jung a parlé. Et forcément, comme c'est une figure archétypique, elle fait sens pour les femmes, plus précisément pour les femmes, parce qu'elle incarne à la fois, comme je le disais, l'épouse amoureuse, hein, qui ne renonce jamais. Elle est opiniâtre, elle va retrouver ses morceaux. C'est le féminin qui redonne sa puissance au masculin. Elle est aussi une sœur accomplie, puisqu'elle va même pardonner l'adultère de sa sœur avec Osiris. Elle est capable de pardonner. Elle est une mère aussi parfaite. Elle élève son enfant seule, puisque Osiris a rejoint le royaume des morts. Et elle lutte sans cesse contre Seth, même après la mort d'Osiris. Donc c'est une femme, on va le dire, qui nous parle beaucoup, parce elle est sur tous les fronts. Et du point de vue de l'archétype, elle incarne aussi celle qui prend soin, hein. Le care, c'est-à-dire ce qu'on redécouvre aujourd'hui, qu'on appelle le care, c'est-à-dire elle prend soin du monde, hein, ses larmes redonnent la crue du Nil, elle prend soin du masculin, elle prend soin de son enfant, elle prend soin de tous finalement. Et est-ce que c'est la raison pour laquelle vous avez souhaité publier ce livre sur Isis, pour qu'on puisse toutes et tous se relier à cet archétype que finalement on connaît assez mal? Alors à la fois, je voulais faire un travail d'historienne, c'est-à-dire de faire une recherche, une enquête sur la pérennité d'Isis, parce que je voulais aller au-delà de l'Isis égyptienne, pharaonique. Je voulais montrer qu'elle avait quitté les frontières de la vallée du Nil pour finalement fertiliser, parce que je crois que c'est un terme qui lui va bien, fertiliser tout l'Empire romain et puis l'Occident. Puisque, comme je vous le disais, on la retrouve dans l'image des Vierges Noires, on la retrouve dans la philosophie du XVIIIe siècle chez quelqu'un comme Kant, on la retrouve dans la Flûte enchantée de Mozart, hein, c'est son dernier opéra. Et c'est un hymne à Isis et Osiris, d'ailleurs il y a de très beaux morceaux. Et je voulais montrer à quel point jusqu'à aujourd'hui, dans l'ésotérisme du XIXe siècle et encore aujourd'hui, on parle d'Isis dans beaucoup de cercles qui travaillent sur le féminin. Et je pense qu'Isis est un mythe, si on le travaille, et qui nous aide à progresser et à faire sens, à éclairer des événements de notre vie. Et je pense que beaucoup de femmes, et sans doute d'hommes, parce que je rencontre souvent, quand je fais des conférences, des soignants, hommes ou femmes, des thérapeutes, qui me disent à quel point ils se retrouvent dans cette figure archétypique. Qu'est-ce qui vous a frappé? Qu'est-ce qui vous a attiré dans cette histoire, dans cette figure archétypale? Alors, du point de vue de l'historienne et de l'égyptologue, ça m'a permis de creuser le sujet, notamment d'aller dans les textes, d'aller traduire des textes de l'égyptien et de voir à quel point ça confortait mon idée que les Égyptiens avaient magnifié le féminin divin dans leur religion et dans leur quotidien. Aussi, c'était aussi important que les dieux. Et c'est pour moi le signe d'une civilisation équilibrée et une civilisation qui a montré sa pérennité pendant 3000 ans. Et nous n'en sommes pas là. Je pense que cet équilibre a permis que cette civilisation perdure pendant 3000 ans. Et également, pour moi, en tant que femme, en tant que mère,
bien ça éclairait bien des choses et aussi par rapport à mon histoire personnelle qui est que j'ai perdu mon père quand j'étais enfant et j'ai très tôt été confrontée finalement à la mort et à la renaissance. J'étais dans une famille croyante et donc pour moi, il a été naturel d'aller en Égypte et de comprendre comment les Égyptiens voyaient la vie et l'après-vie. Parce que j'avais été moi-même touchée dans mon enfance par un deuil précoce d'un parent. C'est très touchant. Merci beaucoup Florence Quentin pour votre confiance. Alors on a une question rituelle dans Donne-moi des ailes. Et là, s'agissant d'une déesse, elle va prendre une dimension toute particulière. Si vous aviez l'occasion de pouvoir entrer en communication avec Isis, qu'est-ce que vous auriez envie de lui dire ? Alors je dirais que comme je le ferais de la déesse Maat, qui est souvent associée à Isis et qui incarne l'éthique, la justice, l'équilibre, la solidarité, je leur dirais de revenir sur Terre. Je les supplierais de venir nous inspirer et surtout de rétablir cet équilibre, cette justice et cette solidarité, cet appel à une éthique qui me semble mise à mal aujourd'hui. Nous allons maintenant parler de Cléopâtre. Donne-moi des ailes. Comme dans le cas de Isis, nous n'allons pas non plus vous lire de biographie, non pas parce qu'elle est une déesse, qu'elle n'a pas existé. Non, Cléopâtre a bien existé, mais elle a été tellement réduite à des stéréotypes que nous n'avons pas du tout envie, dans Donne-moi des ailes, de contribuer à cette désinformation. Nous allons donc laisser le soin à Florence Quentin de nous parler et de vous parler de cette femme érudite et puissante qui est née vers 69 avant Jésus-Christ à Alexandrie. Nous allons simplement dire qu'elle est la fille aînée de Ptolémée XII, qui la désignera comme co-héritière du trône à sa mort, et elle régnera sur l'Égypte entre 51 avant Jésus-Christ jusqu'à sa mort à elle, 21 ans plus tard, à l'âge de 39 ans seulement. Alors Florence Quentin, pourquoi avoir choisi de nous parler de Cléopâtre aujourd'hui ? Parce que je voudrais battre en brèche des idées reçues. C'est ce que j'ai fait dans mon dernier livre qui s'appelle Vérité et légende. J'ai consacré un chapitre à Cléopâtre parce que c'est la première célébrité du monde, c'est une grande icône féminine, elle a connu un destin posthume exceptionnel, c'est une muse inépuisable pour les arts, 5 ballets, 45 opéras, 70 pièces de théâtre, 7 longs métrages, et puis les références à sa beauté, dans la peinture, dans la littérature, etc. Mais surtout, c'est parce qu'elle a été l'objet de fascination, mais une fascination morbide, parce que c'est une fascination qui est liée à de la répulsion. Elle a été finalement victime, comme vous le disiez, d'une légende noire qui est née dès l'Antiquité. Elle a été l'objet de calomnies ignobles de la part des auteurs latins, la propagande d'Octave Auguste, qui finalement l'a vaincue. Alors que c'est une femme en tout point qui est exceptionnelle et je voulais vraiment lui rendre hommage, même si on peut relever chez elle ce qui n'est absolument pas un défaut, beaucoup d'ambition. Et elle était suffisamment puissante pour diriger l'Égypte. Elle a dirigé très bien l'Égypte. Il y a eu des périodes de disette à l'époque. Elle a anticipé en faisant mettre du blé dans des réserves. Elle a bien géré, on va dire, son pays. Ce n'est pas une époque du tout facile. Et surtout, elle devait tenir à distance l'ogre romain qui demandait toujours plus de blé, justement, toujours plus de richesses. Elle a dû aussi payer beaucoup, donner beaucoup d'argent à Rome, à Marc-Antoine pour qu'il puisse continuer ses guerres. Et elle a contribué aussi à élever des temples et des bâtiments, notamment le cénotaphe où elle devait être enterrée, qui a disparu aujourd'hui sous les eaux d'Alexandrie.
Et justement, est-ce que vous pourriez nous en dire plus sur l'histoire et ce qu'il s'est passé dans la vie de Cléopâtre avant qu'elle n'accède à son règne? Alors elle a eu une vie, assez compliquée, hein, parce que, son père, hein, Ptolémée XII, a dû partir en exil et Cléopâtre est une femme très intelligente, qui est une femme vraiment dans le sens où on peut le dire puissante, parce qu'elle est à la fois fille de roi, fille de Ptolémée XII, elle va devenir une pharaone égyptienne et une reine grecque. Elle est d'origine grecque, hein, d'origine macédonienne, et elle va devenir également se faire apprendre le pouvoir grâce à l'intervention de Jules César en 47 avant notre ère. Et elle va à la fois conjoindre en elle l'héritage de la Macédoine, de la Grèce, de cette grande civilisation, et celle de la civilisation égyptienne. Alors on dit souvent que c'était une amante, qu'elle était au cœur d'intrigues politiques de grande ampleur, et en réalité, c'est la dernière reine d'une Égypte indépendante. Et elle va se battre toute sa vie pour conserver cette indépendance. Alors elle est forcément l'incarnation suspecte de la femme de pouvoir, parce que on peut imaginer que pour les Romains, qui étaient quand même très misogynes, il était impensable qu'une femme puisse régner sur un pays comme l'Égypte, qui avait une réputation millénaire. Et ils n'ont pas hésité à écrire sur elle des mots terriblement durs comme l'ensorceleuse, la putain des dieux. Ils ont écrit à son encontre que elle aurait été une ambitieuse sans scrupules, qui avait fait non pas de César mais d'Antoine, qui sera son second mari, son esclave sexuel pour dominer Rome à travers lui. En réalité, la véritable accusation des Romains contre Cléopâtre, c'était qu'elle avait inversé la relation de clientèle, qu'il y ait un ami et un allié du peuple romain à Rome. Elle voulait conserver l'indépendance de son royaume, et les Romains, les Latins ne l'entendaient pas du tout de cette oreille, d'autant qu'elle tenait, on peut dire qu'elle leur tenait la dragée haute par son intelligence et son sens politique. D'où sa réputation infondée, hein, de séductrice, d'ambitieuse sans scrupules. Et puis j'insiste souvent sur le fait que qu'il s'agisse d'elle ou d'autres femmes de pouvoir, bien souvent, comme Hatshepsut, on associe à leur caractère une sexualité débridée, comme si l'ambition pour les femmes était associée avec cette sexualité débridée. En réalité, elle a séduit César, elle a eu un enfant de lui, et on parle toujours de l'amante de Marc-Antoine. Mais moi, je rappelle qu'elle a épousé Marc-Antoine, ça a été son mari, son époux, et elle a eu 3 enfants de Marc-Antoine. On réduit souvent le sens politique des souveraines à des stratégies de séduction. On le fait rarement pour les hommes de pouvoir. Comment vous expliquez ça, Florence Quentin? Parce que la femme doit, pour s'imposer, doit se battre davantage, et c'est quelque chose qui est un peu inaudible, hein, pour les hommes, surtout à l'époque. Et forcément, on va réduire la femme à sa dimension féminine, c'est-à-dire à l'époque à sa beauté, à son charme et à sa séduction. Et comme Cléopâtre n'était pas belle au sens classique du terme, mais qu'elle avait cette force de persuasion, ce caractère, et à la fois cette voix tout à fait enchanteresse, eh bien, effectivement, ça dérangeait, je pense, ses interlocuteurs, et à la fois, ils étaient à la fois séduits, et il y avait une attraction et répulsion vis-à-vis d'elle, ce qui n'était absolument pas effectivement exigé de la part d'un homme. Ce qui est important, c'est que le récit qu'en ont fait les auteurs de l'Antiquité, des récits négatifs, ils ont quand même été obligés de montrer qu'elle était une personnalité d'exception. On sait qu'elle parlait 7 langues, dont l'égyptien ancien, c'est la seule des Ptolémées, c'est-à-dire ces rois qui descendaient d'Alexandre le Grand, hein, ces rois grecs, c'est la seule qui a appris l'égyptien. Et surtout, elle a été formée dans sa jeunesse par les plus grands savants de son temps, dans ce qu'on appelait le musée d'Alexandrie. Et on sait qu'elle a été l'autrice d'un ouvrage qu'on appelle le Cosmeticon. C'est un ouvrage avec des recettes végétales, des recettes animales, dont le but était de soigner des maladies qui altéraient l'apparence physique. On sait aussi qu'il est probable ou possible qu'elle ait écrit un papyrus
alchimique, puisque une certaine Cléopâtre aurait écrit sur l'alchimie, donc une dimension beaucoup plus, on va dire, ésotérique, on peut le dire, ou spirituelle de la sagesse d'Alexandrie. Et elle fait partie donc des alchimistes qui ont été listés par quelqu'un comme Berthelot, qui a écrit sur les alchimistes de l'Antiquité. Elle n'était pas réellement belle au sens, on va dire, classique du terme, mais elle avait de l'esprit, une force de persuasion, et les auteurs nous disent qu'elle était antique, que sa langue était comme un instrument à cordes. Ça se bouscule dans nos têtes quand on vous écoute, Florence Quentin. Et une question peut-être, ce serait de vous demander comment on fait quand on est historienne pour démêler finalement le vrai du faux. Parce que nous, d'ailleurs, on vous l'a dit en entame de l'épisode, on n'a même pas fait de biographie. Il y avait tellement de contre-vérités. Voilà, vous qui êtes spécialiste, peut-être nous expliquer un peu comment on fait. Alors moi, je trouve intéressant qu'aujourd'hui, vous l'avez remarqué, on est en train de revoir l'histoire des femmes. On est en train de relire finalement l'histoire à travers un prisme différent de celui qui prévalait au 19e et même au 20e siècle. Et aujourd'hui, il faut évidemment prendre du recul par rapport à tous ces textes qui nous viennent de l'Empire romain, des auteurs latins, puisqu'on sait que l'histoire est écrite par les vainqueurs. Ensuite, on a aujourd'hui une manière d'aborder les textes, d'aborder les documents qui est plus fine. Il y a une nouvelle école, on va dire, d'historiens et d'historiennes qui relisent les documents du passé. On le voit pour la relecture du statut des femmes dans la préhistoire. Hein, c'est très intéressant. Ainsi, par rapport à la légende noire de Cléopâtre, eh bien, on sait pertinemment que tous ces textes qui finalement enfoncent Cléopâtre, qui la traite d'ensorceleuse, etc., eh bien, sont écrits par les vainqueurs déjà pour servir la propagande du vainqueur, qui est Octave. Donc, c'est complètement partial. Donc, on peut pas prendre pour argent comptant effectivement tout ce qui nous est parvenu des auteurs latins, d'autant plus qu'on sait qu'ils sont effectivement très misogynes et que les femmes romaines n'ont aucun droit, si ce n'est d'être des monnaies d'échange et des ventres pour faire des héritiers mâles. Je voulais vous citer Hésiode qui dit que la première femme créée par les Grecs, c'est Pandora, ce merveilleux malheur, quoi. Et les textes grecs sont d'une misogynie, mais c'est monstrueux. Quand vous prenez Aristote de la génération des animaux, mais la femme fait partie finalement des animaux. Et la femme grecque n'a aucun droit. Elle passe de la tutelle du père à celle du... Alors, comment ne pas être ébloui par l'Égypte? C'est difficile. Quand on est une femme et qu'on a certaines personnalités. Alors justement, on disait de Cléopâtre qu'elle se présentait comme la nouvelle Isis. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, en tant qu'égyptologue ? Alors, elle était effectivement qualifiée de Néa Isis, hein, la nouvelle Isis, parce que le philosophe grec Plutarque nous explique que pour se montrer devant la foule assemblée, elle portait, dit-il, la robe sacrée d'Isis et elle se comportait comme une nouvelle Isis. N'oublions pas que les reines sont l'incarnation terrestre des déesses et Cléopâtre est l'héritière de cette grande tradition des reines égyptiennes et elle se montrait à son peuple comme une déesse reine. Alors, dans notre livre, vous nous avez expliqué en parlant d'Hatshepsut qu'il n'y avait pas de nom féminin pour le rôle de pharaon, donc Hatshepsut était un pharaon. Quelle est la différence entre une reine et un pharaon? Est-ce que Cléopâtre, on peut dire que c'est un pharaon ou bien c'est une reine? Alors, effectivement, il n'existe pas de nom pour reine et il n'existe pas de nom pharaon dans l'Antiquité pharaonique. Mais Cléopâtre va innover parce qu'elle a inventé le terme pharaon, c'est-à-dire qu'elle a ajouté au terme père A, qui veut dire pharaon, le T du féminin. Elle est donc celle qui a inventé le terme pharaon. Elle est à la fois une grande reine macédonienne, donc d'origine grecque, et à la fois une pharaon. Et ce serait quoi l'une des grandes leçons qu'elle pourrait nous transmettre ? Cléopâtre peut nous apprendre, il y a plusieurs choses. De toute façon, déjà par rapport à l'histoire, de ne pas nous contenter des récits qui sont faits par des auteurs, qu'ils soient antiques ou autres, sans vérifier finalement les sources, et se méfier aussi de ces adjectifs qui sont toujours accolés aux femmes de pouvoir.
l'ambition, la sexualité débridée, la dureté, etc. Cléopâtre, effectivement, qui a commandité des assassinats, mais ses ancêtres ont fait bien pire. Donc là aussi, il faut contextualiser, on la voit comme une femme cruelle. Ensuite, je trouve qu'elle ressemble en quelque sorte à cette incarnation d'Isis. Elle est bien cette incarnation d'Isis parce qu'elle ne renonce jamais. C'est une femme opiniâtre qui va au bout de ses décisions. Parfois, ces décisions ne sont pas forcément bonnes, hein, ce n'est pas Isis, hein, c'est une simple mortelle, mais elle est indépendante et elle veut surtout conserver l'indépendance de l'Égypte, quel qu'en soit le prix. Et cela passe, c'est-à-dire que le bien commun passe avant finalement son destin personnel. Je pense qu'elle était profondément égyptienne et grecque et qu'elle voulait que ce pays ne retombe pas sous la coupe de Rome. Et lorsqu'elle va effectivement mourir, eh bien, l'Égypte va redevenir une simple province romaine. Comment ça se passe la fin de règne de Cléopâtre? Alors, le 2 septembre 31 avant notre ère, à Actium, c'est la déroute pour Antoine et Cléopâtre. Leur armée doit capituler devant Octave et le couple fuit à Alexandrie. Pourquoi? Alors, c'est pas vraiment une lâcheté de leur part, mais c'est pour préserver ce qui peut encore l'être. Et bientôt, Antoine va se suicider. Il comprend que tout est perdu. Alors, on a dit précédemment que Cléopâtre était une superstar dans le sens où on l'a vue dans plein de comédies musicales, de peintures, et notamment sa mort fait l'objet de clichés très orientalistes. Est-ce que vous pourriez nous aider à y voir plus clair? Oui, elle est toujours figurée alanguie, lascive, sur un lit en train de se faire mordre le sein par un serpent. Alors, on est vraiment dans le cliché misogyne en plus, et qui est vraiment, effectivement, absolument pas le reflet de la réalité. Elle va d'abord tenter de négocier avec Octave. Antoine est mort. Elle va essayer de protéger ses enfants parce qu'elle a effectivement Césarion, qu'elle a eu avec César. Elle a des jumeaux et un dernier fils. En réalité, Césarion sera assassiné et ses jumeaux, son dernier fils, seront déportés à Rome. Et Octave a peur qu'elle ne se suicide parce qu'elle a déjà tenté de le faire avec sa propre dague. Elle sait que si elle ne se suicide pas, il la traînera enchaînée dans Rome comme captive lors de son triomphe, et elle veut échapper à cette mort et à du moins à cette fin indigne pour elle. Alors elle va déjouer la surveillance d'Octave. Elle est extrêmement intelligente, on l'a déjà dit, et bien sûr, elle ne va pas se faire mordre par un aspic caché dans une corbeille de figues, parce qu'on sait que ça serait une mort très lente et une agonie très douloureuse. Mais c'est un motif à la fois euh, orientaliste et mythologique qui est associé à un animal qui est lié à Isis. Hein. Le serpent est lié à Isis. Il est lié aussi au serpent Uræus qui est devant les couronnes des pharaons. On pense qu'elle elle est plutôt morte d'un poison, à la suite d'un poison qu'elle avait caché dans une aiguille, parce que, encore une fois, comme je l'ai rappelé, elle connaissait très bien la science des parfums, la science des médicaments et aussi la science toxicologique. Alors elle a dû se préparer un mélange de ciguë et d'opium, et c'est ainsi qu'elle est morte et absolument pas piquée par un serpent. Merci beaucoup à nouveau pour des éclaircissements vraiment très intéressants. Est-ce qu'on peut dire, Florence Quentin, qu'elle a réussi sa mort en quelque sorte? Pour deux raisons, elle a réussi sa mort. D'abord, ce suicide, c'est une revanche face à Octave. C'est un coup de génie parce que à ce moment-là, les empereurs romains vont prendre les titres pharaoniques, mais ils n'auront pas de consécration rituelle. Elle ne va pas transmettre le pouvoir de manière rituelle aux empereurs romains. Et Octave va donc apparaître comme un maître illégitime de l'Égypte. C'est un suicide qui a une dimension politique et une dimension religieuse. Et elle a réussi, selon moi, sa mort parce que on la qualifiait la reine des rois, la nouvelle Isis, et elle s'est inscrite dans la philosophie stoïcienne. Hein. En femme lettrée, elle avait étudié les stoïciens à Alexandrie, et cette philosophie, c'est le libre choix de sa mort. C'est ce qu'on appelle l'amor fati, l'amour du destin, c'est-à-dire qu'elle a accepté sa destinée. C'est passionnant. Alors, si vous aviez l'occasion d'entrer en contact avec elle, cette puissante Cléopâtre, qu'est-ce que vous auriez envie de lui dire? J'aurais envie de lui dire que nous travaillons à sa réhabilitation. J'admire en tout cas le courage et l'opiniâtreté qu'elle a manifesté en tant que
que dernière grande souveraine d'Égypte pour que ce pays reste indépendant. Parce qu'à sa mort, l'Égypte est devenue une simple province romaine et je trouve ce pays a été si ce n'est négligé, il est passé au second plan. Et finalement, c'est elle qui aura marqué la fin d'une très grande civilisation. Merci beaucoup Florence Quentin de nous avoir donné des ailes aujourd'hui. Merci de m'avoir donné la parole. Et merci de réhabiliter l'histoire des femmes. C'est important pour nous dans Donne-moi des ailes, hein, Alexandra ? Oh oui, vraiment. Merci beaucoup Florence Quentin. Cet épisode a été conçu avec beaucoup d'amour par Caroline Le Cire et Alexandra Huguetto. Pour le son et la réalisation, c'est Charlie Azinco qui a fait des merveilles. Aidez-nous à faire rayonner les femmes en partageant cet épisode et en lui donnant plein d'étoiles. Quant à vous, quelle inspiratrice vous a donné des ailes ? Partagez votre expérience sur les comptes Facebook ou Instagram du podcast. Nous avons hâte de la découvrir. Et surtout, n'oubliez pas que vous êtes vous aussi une source d'inspiration. Le monde a plus que jamais besoin de votre lumière.